bien, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, je m'appelle Colette Bonnet. Je suis un petit peu arrivée dans le vignoble de manière un petit peu imprévue en fait. Moi, j'ai une formation d'agent de voyage au départ. Et puis, quand mes parents sont partis à la retraite, j'ai eu l'opportunité de leur louer 2 hectares de vignes. Entre-temps, j'en ai acheté un petit peu et j'exploite aujourd'hui 2 hectares 24 qui sont essentiellement composés de pinot noir, mais j'ai un petit peu de chardonnay et un petit peu de pinot blanc. Voilà, qui est une particularité surtout du département de l'Aube et un des cépages rares que j'affectionne plus particulièrement. Donc je suis au départ vendeur de raisins comme ma famille, comme mes parents, comme mes frères et sœurs. Et puis il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller visiter par le biais du syndicat général des vignerons, le groupe des jeunes viticulteurs dont j'ai été vice-présidente pendant quelques années. J'ai eu l'occasion donc d'aller rencontrer des domaines, de faire des formations sur la dégustation, sur la valorisation des bouteilles et donc d'aller rencontrer des domaines, notamment en Bourgogne, où les gens travaillaient complètement différemment. Donc à l'époque, on parlait déjà du raisonné, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, des gens qui travaillaient en biologie et des gens qui travaillaient en biodynamie. Et quand je suis revenue, donc après ces 2 jours de visite en Bourgogne, pour moi ça a été une révélation. Je me suis aperçue en fait que je travaillais les vignes contre nature et que pour moi c'était plus possible de travailler avec de la chimie. J'avais un bébé à l'époque et on emmène toujours quand on est vigneron les enfants dans les vignes et à l'idée que mes enfants puissent toucher de la chimie, pour moi c'était pas possible et puis c'était aussi pour ma santé. Il faut quand même pas oublier que le viticulteur qui travaille ses vignes est le premier impacté par toutes ces choses que l'on met sur les vignes et si voilà c'est pas très sain, donc je voulais absolument travailler différemment. Il a fallu pour ça que j'entraîne mon frère qui lui était plus jeune que moi mais installé depuis plus longtemps dans le milieu viticole. Et donc, d'où l'avantage de venir d'un milieu extérieur, c'est qu'on a une vision de notre exploitation qui est complètement différente. Et donc, lui, mon frère, qui était déjà là depuis 10 ans, ne voyait pas l'intérêt de changer. Mais quand il a vu, au bout de 2 ans de pratique bio, que mes sols ne s'érodaient plus, qu'il y avait vraiment une métamorphose au niveau de mes sols, il a commencé sa conversion aussi. Et donc, on travaille à 2 sur plus de 6 hectares. On a installé un de mes neveux entre-temps et on va travailler sur près de 7 hectares en bio. Chacun sur son exploitation, mais on travaille de la même manière et mon frère en bio me fait tout ce qui est travail d'enjambeur, les traitements. Voilà, je vendais mes raisins, donc le temps de la conversion, j'ai réussi à persuader une grande maison de Champagne et donc notamment tous ses œnologues et sa cave, donc le centre vinicole de la Champagne qui élabore la marque Nicolas Feuillat et Palme d'Or. J'ai essayé de persuader leur chef de cave de récupérer mes raisins bio et d'en faire quelque chose. C'était pas gagné, ça m'a pris une paire d'années pour les persuader de faire. Et puis ils ont pris quand même courageusement la décision de prendre mes raisins, de les isoler, parce que c'est tellement grand qu'ils savent faire de la traçabilité et isoler les vins. Ils ont isolé les vins et ils ont dit, écoute, nous, on va les vinifier, mais toi, tu vas te débrouiller avec. L'ennui, c'est que moi, j'avais des enfants qui étaient tout petits et je ne pouvais pas vendre parce que c'est un autre métier, c'est beaucoup de travail. Et moi, je voulais juste vendre mes raisins. Et donc, la marque Nicolas Feuillat, après mûre réflexion, a pris la décision de garder les raisins bio et de faire sa propre cuvée bio qui s'appelle Brut Fondamental, qui est une cuvée encore très discrète parce qu'ils ont très peu de bouteilles à produire. Et pour moi, c'était lancé. Et puis, il y a 5 ans, j'avais une superficie bio qui arrivait en plus et là j'ai décidé donc de conserver cette superficie et de lancer ma propre marque, donc il y a tout juste 5 ans. Voilà. Donc depuis 5 ans, je travaille toujours avec le centre vinicole de chez Feuillat pour élaborer les cuvées. Donc moi j'ai un centre de pressurage, je fais la première étape, le débourbage. Ensuite mes jus partent dans les caves du centre vinicole de la Champagne. Au mois de janvier, je fais les dégustations de vin clair avec le chef de cave. On décide de ce que l'on va faire à ce moment-là. Automatiquement, ça part pour 3 ans de vieillissement parce que j'essaye de vinifier uniquement des millésimes, des vins d'une seule année de toute façon, et minimum 36 mois de bouteille. Ensuite, quand le vin me semble prêt à la dégustation, on décidera du dosage. Et donc, je vais récupérer mes bouteilles dosées nues. Et moi, je vais les récupérer, je vais habiller et donc faire la vente. Donc, depuis bientôt 5 ans que je vends. Je vends depuis 4 cuvées maintenant. Donc, j'ai 2 cuvées, 2 cuvées d'une seule année. Ce sont des millésimes qui ne sont pas revendiqués, donc je ne peux pas parler de millésime. Le premier que je vous fais déguster, c'est le 2013, assemblage numéro 2013. Donc, c'est le raisin de la vendange 2013, qui a été mis évidemment en bouteille en 2014 et ces bouteilles ont été dégorgées en février 21.
Donc voilà, il atteint ses 7 ans de vieillissement presque. Ça, c'est un assemblage plus classique en Champagne, donc Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Noir à 60%, Chardonnay 40%, extra brut, donc dosé à 3 grammes. C'est un vin que je vais conseiller à titre personnel, mais pour avoir fait des dégustations et de l'avoir associé avec beaucoup de mets, j'ai toujours en dégustation, chacun est libre de faire les associations qu'il aime. Ça, par contre, c'est une cuvée pour moi qui se révèle avec une cuisine qui est très épicée. Voilà, avec un curry ou même un chorizo très épicé. Franchement, c'est une cuvée qui se révèle avec ces plats-là. Après, c'est très classique en apéritif, évidemment. Et puis sur des viandes blanches, des poissons, ça, c'est pas un souci. Ça reste quelque chose qui est facile d'accès aussi et qu'on peut accommoder très facilement. Mais si vous avez vraiment un plat épicé, c'est vraiment ce que je préfère. Donc la Côte des Bars, donc la Champagne méridionale, comme dit Émilie, le sud de la Champagne, la Côte des Bars. Et dans la Côte des Bars, je vous ai fait une carte un peu plus agrandie qui est celle-ci, entre Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube. Moi, je me trouve quasiment au milieu. Mon vignoble se trouve sur la commune de Noé-les-Malais. Voilà. Bien sûr, essentiellement planté en raisin noir. Et donc, on est sur des sols très argileux. On est sur des sols du Quiméridien, donc en gros 145-150 millions d'années, avec des argiles très lourdes. Et puis vous avez aussi une partie où l'argile, vous voyez, est très en bas. Ici, vous avez ce qu'on appelle du portlandien, c'est vraiment de la roche. Et donc là, les racines vont vraiment descendre et puiser toute leur minéralité. Et la particularité, en fait, de ce sol, de ces taux d'argile qui sont très lourds, ça va vous donner un vin extrêmement fruité, mais surtout un vin très long en bouche. Voilà. Donc là, il commence à avoir cette belle longueur, cette vinosité. C'est un vin assez consensuel, mais c'est la petite préférence des clients particuliers. Voilà, ça c'est ce qui leur convient. Et je pense que c'est une cuvée qui, au jour d'aujourd'hui, en 2021, est en parfait équilibre. Voilà. Avant d'attaquer ces petites notes plus vineuses, mais qui correspondra peut-être à une clientèle autre. Est-ce que quelqu'un a une réaction partagée avec Colette ? C'est un petit peu frais. C'est un peu frais, c'est pour ça. Moi, en dégustation, je prends l'habitude de mettre toujours les 4 verres. Je les sers un par un et ensuite je remets du vin dans les 4 verres pour que les gens y reviennent différemment. Ce sont des vins foncièrement différents, donc ce n'est pas un problème de les avoir tous en même temps. Et c'est surtout que ça laisse la possibilité de réchauffer le vin dans le verre. Et puis surtout, le premier, je trouve que c'est un peu ingrat parce qu'on n'a pas forcément les papilles qui sont faites. Et le premier, on le met toujours un petit peu à l'écart. Quand je mets les 4 vins, les gens reviennent et finalement, ils n'ont pas la même perception. Et c'est la même chose pour nous au long d'un repas. Quand vous commencez un repas avec un champagne du début jusqu'à la fin, le champagne il va être complètement différent, déjà en fonction de l'alimentation. Mais en plus, il s'est réchauffé, vos papilles se sont faites et l'impression n'est pas du tout la même. Voilà. C'est pour ça que je préfère, en général, je mets 4 verres et les gens, ils y reviennent, ils font comme ils veulent. Là, je vois dans votre fiche, vous mettez la dégustation, température de service 10-12 degrés. Ouais. C'est très bien. Habituellement, bon, les gens donnent une température un petit peu trop fraîche. Ah, moi, on a l'habitude de dire que quand c'est trop frais, il faut se méfier. Exactement. C'est la seule chose qui cache les défauts. Voilà. Moi, j'ai même des collègues en salon qui dégustent chambré. Hein. C'est température du salon. Ils mettent même plus au frais. Et moi, ça ne me dérange absolument pas non plus. Après, je peux comprendre que sur des bulles, on s'attend à une certaine température. Donc voilà. Mais c'est plus facile de réchauffer un vin que de le refroidir. Hein. Ça, j'ai déjà chauffé un peu dans ma main. Le premier lait est un petit peu simple, mais une fois qu'il se réchauffe, de ce côté, j'ai ce panier de fruits jaunes frais, j'ai les arbres qu'on excifie, j'ai des notes de pierre chaude, d'herbes séchées, de fruits blancs. C'est vrai qu'à l'aération, c'est beaucoup. Enfin, l'aération, le réchauffement, c'est beaucoup plus complexe. Et... Ah oui, c'est un vin qui a quand même 7 ans, donc si on n'arrive pas à y trouver de la complexité, j'aurais raté quelque chose. Donc, mon assemblage numéro 2011, récolte 2011, bien sûr mis en bouteille en 2012, et donc ces bouteilles ont été dégorgées en mai 2019, parce que c'est le dernier lot que j'ai fait dégorger. Donc c'est un assemblage de pinot noir à 47% et 53% de pinot blanc, toujours en extra brut, dosé à 3 grammes, donc 8 ans de vieillissement pour celui-ci. Qu'est-ce que représente le pinot blanc sur votre vignoble ? C'est très peu. 2,24 hectares et j'ai 20 arts de pinot blanc.
J'ai 47 arts de chardonnay, tout le reste c'est du pinot noir. Ce sont des vignes anciennes, traditionnellement cultivées en pinot blanc par la famille. La plupart de mes vignes atteignent leur trentaine d'années. Le pinot blanc, il a plus de 30 ans. C'est des vignes qui ont été plantées en 86. Mais c'est pas, les plants les plus vieux ont été plantés en 84. Après, j'ai fait un petit peu d'arrachage sur des vignes qui ne faisaient plus de raisin. Mais là, maintenant, le but, tous les fils et piquets, tout a été changé. Le but, c'est de faire vieillir les vignes le plus longtemps possible. Déjà parce que c'est un coût à remplacer. Et puis, le but, c'est vraiment de les faire vieillir au maximum. Pour moi, je vise les 50 ans. Donc voilà, elles ont déjà plus de 30 ans et on verra ce que ça donnera au fur et à mesure. Au niveau des quantités, comme en bio, on ne demande pas des grandes quantités. Les quantités sont correctes, donc c'est une vigne qui devrait pouvoir vieillir. Ce qui est intéressant avec cette cuvée, c'est que on va commencer à avoir des petites notes vineuses. Hein. C'est un vin qui est déjà un peu plus élaboré. Ça reste un assemblage de pinot, donc normalement ça ne confère pas la légèreté du chardonnay pour lui conférer cette fraîcheur. Mais malgré ça, l'année étant une année particulièrement bien sur mon domaine, il va rester quand même dans la fraîcheur. Le pinot blanc, ça apporte toujours de la rondeur, hein, c'est comme un pinot, ça apporte son fruité. Mais en fait, depuis 5 ans que je vends cette cuvée, c'est quand même impressionnant de voir qu'elle garde toute sa fraîcheur, qu'elle garde sa continuité. Et même si ça a été dégorgé il y a déjà 2 ans. Donc ça, c'est un vin... allez, je l'appelle même pas peur, parce qu'en fait, quand on ne sait pas quoi boire avec quelque chose, il va avec tout. Voilà. Il peut aller de l'apéritif pour les gens qui ont l'habitude des vins un peu vineux, jusqu'au dessert. Le fromage, il n'a pas peur. On peut l'accommoder d'un maximum de choses, quoi. Voilà. Après, on va rester peut-être un peu plus sur des choses un peu crémeuses, hein. Un peu plus de plat en sauce, voilà. Mais encore une fois, en dégustation, tout le monde a raison, donc chacun mange ce qu'il veut avec ce qu'il boit. On est tous différents, donc là-dessus, voilà. Donc un peu de dosage sur cette cuvée-là. Toujours 3 grammes. Ouais. On excédera rarement. Si sur les autres cuvées, j'ai du 4 grammes. Voilà. Le dosage se fait uniquement, voilà, c'est gustatif, c'est ce qu'on estime être nécessaire d'apporter pour arrondir. Moi, j'aimerais bien faire du 0 pour faire du 0, mais ce qui est important, c'est pas le dosage, c'est la dégustation par elle-même. Si ce même vin, il ne donne pas toutes ses qualités à 0, pourquoi je vais mettre 0? Je ne fais pas de la mode, je fais un vin qui est accessible, qui est plaisant à boire, facile, mais qui a aussi des caractéristiques, qui a aussi ses petites notes particulières. Et j'aime particulièrement les vins élaborés, donc effectivement, je vais en profiter pour laisser vieillir le plus longtemps possible. Voilà. Le premier avait une belle mâche, enfin, c'est des vins qui parlent tout à fait. Ce film est plus subtil, un peu plus sur le végétal, j'ai l'impression, en se développant, il se développe de façon très subtile. La bulle est moins présente. Le vieillissement fait que de toute façon, on arrive sur une bulle qui est beaucoup moins présente. C'est pour ça que c'est vraiment le vin de repas par idéal, par excellence. Et c'est vraiment, sur une clientèle de professionnels, c'est vraiment ce qu'ils vont choisir en premier, les professionnels. Le client particulier va plutôt choisir le 2013, plus facile pour lui. Le client professionnel, le restaurateur, le caviste, il va déjà automatiquement aller sur du 2011. Et après, en fonction des pays, ce sont des cuvées qui vont se vendre plus ou moins. C'est par exemple un vin qui est plus vieilli comme celui-ci, sur les pays nordiques, il ne va pas passer. Par contre, c'est une cuvée que je vends très bien aux États-Unis, c'est une cuvée que je vends très bien en Russie. Voilà. Les goûts sont très différents et c'est... Voilà. C'est une cuvée d'émotion, hein. Quelqu'un qui est capable d'appréhender les aspects à la fois équilibre, richesse, puissance, entre certaines fraîcheurs en attaque et une opulence, une maturité, un milieu et fin de bouche. En fin de bouche, je dois retrouver un petit point de salinité en fait. Tout à l'heure, vous parliez de Kiméricain, c'est tout à fait ça. Je le sens vraiment fin de bouche. Un jour, il y a un monsieur qui est venu à une de mes dégustations, qui est un grand dégustateur très connu en Champagne, dans ce métier aussi, et je ne m'attendais pas à le voir, et il m'a dit, vous voyez, Madame Bonnet, vous prenez 2 pierres de calcaire dans vos vignes, vous les frottez, vous les sentez, et il m'a dit, votre vin, c'est tout à fait ça. Et c'est lui qui m'avait fait les associations, d'ailleurs, avec le Pinot 13 de la cuisine épicée, c'était des samosas de curry relativement relevés, et ça a révélé mon vin, et c'est toujours fantastique de rencontrer des gens qui ont ces talents de pouvoir mettre en avant et de mettre des mots
sur des vins que moi, j'aurais pas su forcément, comme vous le faites, mettre. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton vignoble justement, peut-être, je ne sais pas, sur la variété de tes parcelles, elles sont exposées de la même façon? Est-ce qu'il y a de la diversité au niveau de ton vignoble? Oui, on a un peu de diversité. Le gros avantage que l'on a dans la Côte des Bars, c'est que nous sommes un département, un secteur qui a été remembré. Donc dans les années 70, on a fait des regroupements de vignes. Et gros avantage quand on est, notamment comme moi, en agriculture biologique, c'est que je travaille sur des très grandes parcelles. Donc déjà, j'ai une parcelle orientée ouest qui fait 1,20 hectare. Voilà. Et à côté, de toute façon, j'ai mes frères et sœurs. C'était une parcelle qui faisait 2 hectares. Donc ça permet de bien gérer, s'ils font des traitements à côté, de bien pouvoir gérer les problèmes de pollution s'il y en a. Ensuite, j'ai une autre parcelle qui va faire 65 arts où j'ai un petit peu de pinot noir et mon chardonnay, qui lui est plus orienté sud-ouest. J'ai une petite parcelle de 22 arts qui est orientée nord. Et puis j'ai une autre petite parcelle de 14 arts qui, elle, est orientée sud. Donc j'ai des expositions diverses, mais le gros, c'est ouest et sud-ouest. Voilà, pour l'instant. Et puis donc, je vous l'ai dit, tout mon parcellaire, la vigne la plus jeune, elle a 6 ans. La plus vieille, elle a 37 ans, mais le gros du parcellaire, il a plus de 30 ans, ouais, effectivement. Évidemment, en herbé, moi j'ai fait le choix d'enherber 1 rang sur 2 pour l'instant, parce que voilà, je m'attendais de voir un petit peu au niveau des sols si ça pouvait résister au niveau de... L'enherbement se raisonne quand même parcelle à parcelle, mais ça, c'est pas un souci, tout se gère bien pour l'instant, mais je préfère, voilà, pour des raisons de côté pratique, je préfère enherber uniquement 1 rang sur 2, même si moi, mon rêve, c'est d'enherber complètement et de ne plus toucher le sol. Ça, j'aimerais bien, mais c'est encore une idée qui doit faire son chemin, on progresse tout le temps, donc voilà, on verra. Mais vraiment, la non-culture du sol, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Après, j'essaye de travailler mon frère qui est beaucoup plus jeune que moi et qui a commencé qui a fini sa conversion, commence à me reparler de biodynamie. Moi, j'ai une formation en biodynamie à la base et je voulais repartir en biodynamie, donc je le laisse cheminer et quand il sera prêt, je pense qu'on repartira en biodynamie dans quelques années. Et voilà, parce qu'il ne faut jamais cesser d'évoluer et d'apprendre, et que moi, c'était vraiment la philosophie qui me convenait. Mais la biodynamie, quand on est tout seul sur une exploitation, c'est très compliqué. Voilà, mettre les traitements, il ne faut pas éviter que nous, on a des pentes très très raides, donc les préparations à mettre avec la pompe à dos, c'est très physique, et quand vous êtes tout seul, c'est plus compliqué. Il faut être compris, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, il faut être en osmose avec sa vigne, et il faut être en osmose avec les gens qui travaillent, c'est une histoire d'onde aussi, et ça j'y crois énormément, mais toute seule, voilà, je travaille toute seule, je communique avec mes vignes comme je peux, mais c'est vrai que quand on a les gens qui sont dans le même état d'esprit, c'est beaucoup plus simple. La positivité, voilà, toujours de la positivité. Même quand je palisse, même quand on vendange, la positivité, c'est primordial pour moi dans la récolte de mes raisins, dans le travail de mes vignes. Voilà, pour moi, les gens qui sont négatifs, je les prends pas. Moi, j'ai dit, tu vas me faire tourner mon raisin, c'est hors de question. Pour moi, voilà. Mais ça, c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est un ressenti, c'est comme ça. Voilà, je travaille au feeling, je leur parle. Il y a des gens qui parlent à leurs plantes vertes, et ben moi je parle à mes vignes, je les touche, je les prends. Quand il y a des mauvais moments, je leur dis que ça va passer, et qu'on en a vu d'autres, et qu'on va encore s'en sortir ensemble, et il n'y a pas de problème, et elles me le rendent bien. Moi je trouve qu'elles me le rendent bien. Vous savez, il y a des parcelles, quand je les ai récupérées, elles n'étaient pas en très bon état, je pensais même les arracher, elles avaient 17 ans à l'époque. Et j'ai fait venir un grand biologiste des sols, monsieur Claude Bourguignon, qui est venu me faire une fosse d'1 mètre, qui m'a expliqué où en étaient mes parcelles, et j'ai renouvelé, j'ai changé, j'ai suivi, j'ai fait ce qu'il m'avait dit de faire, et aujourd'hui, cette vigne que je voulais arracher, les piquets, les fils sont neufs et ils feront 50 ans. Je ne les arracherai plus, elles ont récupéré. Je fais partie aussi, je travaille aussi avec d'autres fournisseurs de produits pour la vigne. Et donc là aussi, ils sont venus m'aider au niveau des sols, à me rajouter des préparations, comme je faisais plus de la biodynamie, mais rajouter des bactéries au niveau des sols pour redévelopper les sols. Et c'est vrai que des vignes qui jaunissaient, qui ont eu beaucoup de mal à récupérer, aujourd'hui, on voit plus les différences, quoi. Et quand vous récupérez tout ça, c'est un gain de temps énorme, et puis c'est surtout l'aboutissement de votre travail, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Moi, je me contente de petites choses. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est de m'extasier devant un pied de violette au printemps, devant les pieds de vigne. Et quand mes chardons piquent un peu, c'est pas grave. Un chardon, ça s'arrache. Et voilà, non, c'est pas bien méchant. Voilà, pour moi, c'est ma philosophie, c'est ma vision du bonheur, c'est les petites choses. Tous les jours, c'est le lapin qui va passer à côté de moi, c'est le chevreuil qui va descendre le rayon à côté, qui me fait coucou. Et puis, c'est la possibilité de m'asseoir en haut de mes vignes et de
regarder le coucher de soleil et de me poser 10 minutes en me disant j'ai une vue sur mon bureau qui est fantastique, quoi. Voilà, je fais effectivement, comme on m'a dit un jour, je fais le plus beau métier du monde, et c'est vrai. Et ça, c'est grâce à cette conversion à la bio, c'est cette autre vision de la vigne qu'on avait perdue et qu'on commence à se réapproprier de plus en plus, cette vision de notre travail. Alors, on jette la pierre à personne parce que il y a 50 ans, c'était compliqué de gérer l'herbe, c'était vraiment difficile. J'ai aussi la grande particularité, c'est d'avoir le journal de mon grand-oncle qui écrivait tous les jours ce qu'il faisait dans les vignes. Mon grand-oncle était né en 1884, il a écrit, j'ai récupéré les écrits de 1909 à 1911, jusque presque la mobilisation de la guerre, et j'ai récupéré beaucoup de correspondances aussi pendant la Seconde Guerre. Et quand il explique ce qu'il faisait dans les vignes, la dureté, il n'y avait pas les clones, il n'y avait pas la production qu'on avait, ils avaient les mêmes problèmes climatiques, ils avaient les mêmes maladies, et même à l'époque, ils ne mettaient pas les noms sur les maladies que nous, on a mis des noms depuis. Je peux vous dire qu'ils avaient du mérite, et que je me dis, si ces gens-là n'avaient pas persisté pour travailler leurs vignes, on n'en aurait pas. Si ces gens-là n'avaient pas persisté, ce n'était pas bêtu non plus pour rester dans l'appellation, on ne serait pas où on serait. Et je leur dois tellement à ces gens-là. Et donc, ces gens-là qui ont vraiment, pour moi, c'était nécessaire de prendre soin de mes vignes, parce que comme on dit, on ne reçoit pas la terre de ses parents, on l'emprunte à ses enfants, Étoile de Saint-Exupéry. Et ça, effectivement, c'est vrai, et on le reconnaît. Et quand on n'a plus l'usure des sols, quand on voit, ben voilà, ça, c'est la finalité de mon travail. Allez, deuxième partie de cette dégustation. Donc on va attaquer les millésimes, on va voyager sur d'autres années, hein. N'ayons peur de rien. Tout est bon en Champagne. Et donc on va partir sur 2014. 2014, c'est une petite particularité, donc c'est un noir, c'est une cuvée qui s'appelle Noir Essentiel numéro 2014. Donc vendange 2014. Noir Essentiel, c'est parce qu'il y a juste 2 de chardonnay dans cette cuvée, 2% de chardonnay et donc 98% de pinot noir. C'est sur de la Côte des Bars, c'est quand même quelque chose d'assez typique, et donc le chardonnay ne fera pas ombrage au pinot noir dans cette cuvée du tout. Dosé à 4 grammes. C'est un vin que je vais, moi, qui est assez particulier parce que, en fait, au nez, il a des arômes d'agrumes. C'est pas vraiment ce qu'on attend d'un pinot noir. On attend plutôt des notes de fruits rouges, des choses un petit peu comme ça. Et celui-là, il a vraiment des notes d'agrumes. C'est vraiment la particularité de cette année. C'est pour ça que j'aime vinifier les vins que d'une seule année. Chaque année, la nature donne ce qu'elle peut. Et c'est bien de mettre en avant le potentiel de chaque année, ce que la nature a pu donner. Et en 2014, moi, sur le pinot noir, elle nous a donné ces petites notes d'agrumes, de fleurs blanches qui sont très intéressantes et qui changent un petit peu des pinots noirs habituels. Ça, avec une tarte au citron, c'est une autoroute de plaisir, il n'y a pas de problème. Voilà, encore une fois, bien sûr, on est libre sur la dégustation, mais moi, c'est vraiment ce que je conseille. C'est idiot, mais une côte de bœuf avec des frites, ça marche très bien. La tarte au citron à la fin, et si vous vous êtes fait plaisir avec une petite salade en entrée, il n'y a aucun problème. C'est encore une fois, les vins vont s'adapter, on trouve toujours un aliment qui va s'adapter à un vin, un champagne, voilà, encore plus d'apéritifs. C'est un vin qui est très consensuel. Celui-là, il met aussi bien les professionnels que les particuliers d'accord. Ça, là-dessus, c'est très consensuel comme vin, et c'est une petite note toujours dosée à 4 grammes qui... Voilà, j'ai essayé parce que moi c'est un vin que je trouvais assez gourmand et que j'aurais voulu doser à moins. Je l'ai essayé en 0. Je me suis dit pourquoi changer finalement quelque chose qui marche bien. Si les clients l'aiment à 4 grammes, je ne vais pas changer. C'est pas moi qui le bois au final, même si je me faisais plaisir à 0. C'est très bien comme ça. On va le laisser comme ça. Le petit bébé de la maison. Une réaction sur le noir essentiel, Alexandre? Une robe jeune d'un or gris brillant, un très fin cordon, un nez riche opulent, un premier nez qui est très fruit blanc, pomme poire, aération, c'est notes d'agrumes, du citron mûr, des belles notes de pâtisserie, de laque franche, une bouche vineuse et structurée, rendue aérienne par des flaveurs de fleurs blanches et une finale acidulée. Une réaction en bouche, effectivement, c'est bien un côté salivant, il y a ce petit pétillement en bouche presque côté acide. La seule frustration que je vais avoir par rapport à ce vin, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, Émilie,
Je produis des cuvées très limitées. Moi, je vais m'en garder une paire de bouteilles pour voir dans quelques années, mais c'est un vin voilà, qui, pour moi, aurait demandé à vieillir encore et encore, même s'il est vraiment très bien maintenant. Je suis sûre que c'est quelque chose qu'on a beaucoup sous le pied, mais qui, malheureusement, il n'aura pas le temps de vieillir, quoi. Mais c'est pas grave, il est bon maintenant, donc on va pas s'en faire. Le petit dernier, c'est le millésime 2017, qui lui est un assemblage chardonnay pinot blanc, hein, c'est quasiment pareil, c'est 44% de pinot blanc et 56% de chardonnay. C'est la première fois en goûtant en vin clair qu'un vin clair m'interpelle. C'est-à-dire qu'en buvant le vin clair, où je me suis dit, voilà, là j'ai hâte de voir le résultat final. Et c'était vraiment ce blanc de blanc. Alors c'est un peu frustrant, moi j'aurais bien attendu encore une paire d'années, mais je voulais aussi renouveler un peu ma gamme. C'est pareil, c'est quelque chose qui ne demande encore qu'à vieillir, mais là je trouve aussi déjà très bien. On l'a dosé à 4 grammes aussi. Vraiment au départ, j'étais partie sur plus bas, mais finalement 4 grammes se fait très bien. Pour reprendre un peu ce que disait Christian, où contrairement dans le secteur de la Marne où le climat était très compliqué pour eux parce qu'ils ont eu des quantités d'eau épouvantables avant les vendanges et que la récolte pour eux a été compliquée. Comme nous, on n'a pas le même climat, on est sur un climat semi-continental, on est 150 km au sud, donc pas le même climat, pas la même géologie. Et donc nous, on a eu la chance d'avoir beaucoup moins d'eau. Et donc pour nous, 2017 a été une très belle année, un très bon millésime. On a d'autres cépages rares qui sont très intéressants aussi. Et il y a des maisons qui font des assemblages 4, 5 cépages, 7 cépages. C'est très intéressant. C'est bien parce que comme on va nous plutôt dans le sens de séparation des cépages, parce qu'effectivement, sur le plan de la communication, j'entends très bien ce que tu me dis. L'histoire de la cuve, c'est pas... Mais encore une fois, c'est l'année qui fait que... L'année n'a pas donné en quantité pour me permettre de faire autrement. 2018, j'ai un 100% Pinot Blanc. 2019, voilà, j'ai un 100% Chardonnay parce que c'est des années en quantité où j'ai pu me permettre de pouvoir isoler les lots et de le faire. J'ai cette particularité, à l'opposé de Christian, d'être coopératrice. Et je peux vous dire que dans le monde de la communication, et notamment pour développer une marque, quand on dit on est issu du monde de la coopération, c'est déjà des barrières. Donc il faut beaucoup expliquer que ce qui est important, c'est le produit final et que la mise en commun du matériel, oui, j'ai pas une cave à titre individuel, mais j'ai une immense cave à titre collectif et que ça n'empêche que quand moi j'emmène des clients professionnels visiter mes caves, je vais visiter mes caves, je vais visiter ma cuve. Je ne vais pas visiter la cuverie du centre vinicole de la Champagne. Les lots sont isolés, les cuveries sont isolées, il y a mon nom de marqué sur les cuves, il y a mon nom de marqué sur les caisses qui sont en train de vieillir, les caisses sur latte. Voilà, j'emmène moi mes professionnels voir mes bouteilles, voir ma cuve, avec des œnologues qui expliquent le cheminement, la traçabilité et comment on travaille ensemble. Et j'espère que ça continuera. Et j'aime beaucoup le travail qu'ils faisaient, donc je connaissais très bien leur travail. Et pour moi, c'était une continuité, un aboutissement. Et d'un travail collectif qui est très important. Donc oui, effectivement, quand on doit commencer à travailler et parler de la coopération, c'est très compliqué, ça met des barrières, mais ça fait partie de mon histoire. C'est que, je vous l'ai dit, moi je les ai travaillés pendant 6 ans pour pouvoir arriver à mettre mes vins chez eux. J'ai travaillé pendant des années pour leur dire c'est vous qui allez vendre. Et puis quand j'ai pris la décision de partir avec mes cuvées, eh bien on a travaillé en commun accord, on a continué ensemble. Et pourquoi vinifier? Oui, je vais avoir les places techniquement pour le faire, même si les caves sont très basses et qu'on va les recreuser, mais peu importe. Après, je vous le dis, j'aurais pas la latitude de pouvoir gérer comme je gère au centre. Et j'aurais pas, moi qui vais faire, je vais donner bien sûr mon avis, comme je le fais déjà, mais je ne serai pas œnologue pour ça. Donc il va falloir quand même que je demande à un œnologue de venir. Les coûts vont être énormes et ça, j'ai pas envie de répercuter ça sur mes bouteilles, quoi. Parce que je veux que ma bouteille puisse être encore accessible à un maximum de gens. Sinon, je passerai à côté de mon travail aussi. Voilà, au niveau, il ne faut pas obliger que le bio et l'écologie, c'est 2 choses différentes. Et quand on arrive à faire rentrer l'écologie dans la production biologique, c'est un atout aussi important. C'est pour ça que ma maison sera une maison passive, complètement autonome. Voilà, ça reste dans le même état d'esprit. Mon frère a planté des pinots blancs aussi, donc juste à côté de mes parcelles. Donc voilà, moi je fais un échange de raisins, je lui récupère ces pinots blancs, je lui redonne du chardonnay si je veux. Et quand je me suis posé par exemple la question du 100% chardonnay, je me suis dit est-ce que sur mon terroir c'est pertinent le 100% chardonnay? Parce que voilà, on se dit voilà, c'est plus le cépage de la Côte des Blancs et ainsi de suite, ou Mongueux. Voilà, c'est de la craie. Et je me suis dit, bah ouais, mais il faut bien qu'on sache ce que 100% chardonnay sur du Quiméridien, ça va donner aussi.
et pour l'instant on n'est pas déçu du résultat. C'est autre chose, c'est un autre climat, un autre cépage, un autre terroir. Et il faut... on est à 45 minutes, on est à 45, exactement. Tu parles de thé rouge, voilà. Moi, mon papa, qui était un très piètre élaborateur, heureusement qu'il n'était que vendeur de raisins, mon papa, il ne savait pas du tout vinifier. Mais par contre, il faisait son rouge pour lui. Il avait sa petite vigne, ses vieux cépages, ses vieux trucs, et on a conservé longtemps, jusqu'à ce qu'on nous les fasse arracher, on avait les gamets. Et donc, nous, on a un terroir, effectivement, comme tu dis, on est à 45 minutes de Chablis. Donc, nous, on est vraiment une transition entre la Champagne et la Bourgogne. Et c'est pour avoir goûté c'était en 1968, un vin rouge que mon père avait fait avec ses gamets. Moi, je revenais de la Côte d'Or, parce que moi, j'ai fait agent de voyage à Dijon, et je peux te dire que c'était du Nuit Saint-Georges. Des années qui se font toutes seules. Très belles années. Et là, franchement, le gamet, et d'un côté, tu te dis, ok, c'était plus dans l'appellation Champagne, il faut savoir où on est et puis arracher, mais d'un côté, tu te dis quand même, sur certaines parcelles, certaines contrées, mon gamet, il donnait quand même quelque chose. Hein. Voilà, mais ça fait partie de l'histoire, et ainsi de suite. Mais voilà, il ne faut pas regretter non plus, essayer de retrouver. Et c'est pas pour rien qu'on a une autre appellation en Champagne qui est le rosé d'Hérissé. Le rosé d'Hérissé, c'est un coup c'était en Bourgogne, un coup c'était en Champagne. La région où on était, c'était constamment disputé entre les ducs de Bourgogne et les comtes de Champagne. D'ailleurs, on a une petite ville à côté de Bar-sur-Seine, un petit village qui s'appelle Bourguignon. Parce qu'un jour il était en Champagne, un jour il était en Bourgogne, il se tirait la bourre. C'est la preuve qu'on était bon, parce que tout le monde nous voulait. Donc voilà. Mais voilà, Rissé était vraiment très proche et vinifiait beaucoup de rouge et de rosé. Voilà. Ça fait partie de l'appellation. Mais c'est l'histoire, c'est l'histoire. Mais on est très fiers d'être en Champagne. Voilà. Et il faut qu'il y ait de l'histoire. Ben oui, il faut qu'on ait tous une histoire. Alexandre, le pinot blanc. Oui, donc tout à l'heure, j'ai senti au premier lien, c'était pas forcément que de Champagne, c'était un commentaire positif. Alors, comme Guillaume, j'ai ce côté, le pinot blanc, du mélange entre le chardonnay et le pinot noir, en fait. C'est-à-dire c'est à la fois aérien comme le chardonnay, ouais, et à la fois soutenu en bouche, voilà, comme le pinot noir. C'est toujours surprenant. Pour la petite anecdote, quand je suis arrivée moi dans le vignoble, alors bien avant de faire mes conversions, quand j'étais au groupe des jeunes viticulteurs, évidemment nous les gens qui avaient quand même un certain parcellaire en pinot blanc, quand ils vinifiaient avec un pur pinot blanc, c'était un blanc de blanc, puisque blanc de blanc c'est un vin blanc issu de raisin blanc. Et donc là le comité, enfin le CIVC à l'époque avait commencé à voir ça un petit peu de travers, et ils ont fait un prélèvement de bouteilles dans ces maisons qui avaient l'habitude d'élaborer des 100% pinot blanc. Force est de constater que c'était bon, donc on peut pas regretter. Donc effectivement, donc cette antériorité est liée au fait que nous, le chardonnay, comme c'est très génif, on avait plus de mal à le cultiver et que c'était pour nous la seule manière d'avoir du raisin blanc. Et la seule petite particularité par rapport à ça, et notamment par rapport à la culture bio, c'est que comme on a des volumes de raisin beaucoup moindres, ça fait quand même 3 ans que je fais mes appellations, hein, j'ai rien à reprocher à personne, la nature m'aidant beaucoup avec le réchauffement climatique. C'est un petit côté positif, c'est que c'est beaucoup plus sec et que du coup on a moins de mildiou et que depuis une paire d'années en bio on arrive à faire toutes nos récoltes, ça c'est déjà au moins l'avantage. Mais moi quand j'étais en conventionnel, quand j'ai repris les vignes de mes parents, le pinot blanc je le récoltais 1 année sur 3, 1 année sur 4. Parce que c'est un cépage blanc qui pourrissait de peur, parce que c'est un cépage qui est extrêmement productif. Ce sont des murs de raisin. Donc c'est très productif et donc ça pourrissait de peur et je le récoltais peu. Depuis que je suis passée en bio, déjà j'ai plus du tout de pourriture. Et le blanc, je le récolte tous les ans, j'ai aucun problème. Donc ça, c'était vraiment le côté vraiment positif en plus de ce changement de mode de culture par rapport à du cépage blanc, et notamment le pinot blanc. Parce que là, même là, vous voyez, on a beaucoup gelé, hein, franchement, ça a été très 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 compliqué. Quand je vois ce que la nature nous donne encore, je suis très étonnée de voir ce qu'on a. Les chardonnays qui étaient en pointe verte, le haut de la parcelle a gelé, mais le bas, il y a quand même des raisins. Moi, j'y croyais pas du tout. On a eu quand même -8. Avec de la pluie et de la neige, juste le soir, et on n'y croyait pas du tout. Et quand je vois encore les pinots blancs, ce qui me donne, surtout les cépages blancs, et il y a des parcelles, j'ai la chance sur un hectare 20 d'avoir une parcelle qui a été plus ou moins privilégiée. Écoutez, j'ai été très heureuse de partager ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez à peu près compris ma philosophie, ma manière de fonctionner, de voir les choses. Et puis, laisser un peu de part aux gens qui vinifient en collectivité, un petit peu à la coopération. On existe et que c'est un monde aussi qui est très intéressant. Voilà, et puis écoutez, faites-vous plaisir, comme moi je me fais plaisir dans mon travail, faites-vous plaisir dans vos métiers. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.
Merci.